Lorsque l'on apprend qu'une personne que l'on connaît est auteuriste de violences sexistes ou sexuelles, plus ou moins tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas anodin, tout à fait condamnable, et qu'il est absolument indispensable de ne pas faire comme si de rien n'était avec la personne en question. Nous sommes le collectif lausannois Exécutif Formula, anciennement Construction Crew, et nous nous sommes plusieurs fois retrouvés face, ou avons eu écho d'autres collectifs, à la situation suivante. Lorsque les VSS accusent un membre du collectif, il faut réagir et prendre des mesures claires. Nos réflexions et discussions se sont souvent perdues dans l'immensité des débats. Quelque part entre nos valeurs et nos affects, nos vécus et nos principes. Ne sachant pas où trouver des ressources et à qui poser des questions, la plupart restaient sans réponse, excepté celles que l'on trouvait nous-mêmes. Nous avons alors décidé de réaliser un podcast dans l'espoir que nos pensées s'ancrent quelque part, au moins un petit moment. Beaucoup de peur et les mains moites à toutes les étapes. Ça fait peur de décider qu'on va vraiment réfléchir à ce sujet. C'est inconfortable de penser à la violence et de partager ce que l'on pense en dehors du confort de notre groupe d'amis. Nous ne cherchons pas à donner des réponses, nous en serions bien incapables. Ce que nous pensons a déjà été pensé bien avant nous, et nous n'aurions pas la prétention d'avancer que nous inventons quoi que ce soit. Il s'agit plutôt de mettre à disposition une ressource à laquelle nous aimerions avoir eu accès, celle de témoignages sur le sujet. Car nous sommes un groupe d'amis, oui, mais également un collectif qui revendique certaines valeurs militantes et qui aime prendre soin de nos espaces, en tentant d'en faire des endroits safe autant que possible. Le boycott, c'est-à-dire arrêter de fréquenter quelqu'un, a longtemps été à nos yeux la manière la plus appropriée de réagir à une annonce de VSS. Elle permet d'honorer le témoignage du ou de la survivante, de faire comprendre aux auteuristes de violence que leurs actes sont graves et ne seront pas tolérés dans nos espaces. Nos convictions, celles que la colère est légitime, que l'on répond à la violence par la violence quand aucune autre alternative n'est possible, se sont ancrées en nous dès que nous avons commencé à nous politiser. Nous ont construites, nous ont rassurées. Elles ont participé à faire de nous celles et ceux que nous sommes aujourd'hui. Nous avons trouvé force et courage dans la colère. Et si notre collectif ne se revendique pas ouvertement militant, dans l'intimité de nos personnalités et de nos relations, nous le sommes toutes et tous. Le boycott naît d'un besoin militant de faire justice en dehors des institutions, qui ne répondent pas correctement aux besoins des survivantes. La justice défend bien trop souvent les auteuristes de VSS, et cela est insupportable à celles et ceux qui se battent quotidiennement pour que ces violences soient reconnues. Il s'agit dès lors, en quelque sorte, de faire justice soi-même. Mais faire justice soi-même, c'est faire justice sans cadre, enlever un filet de sécurité, ne se baser sur aucun texte, en prenant rapidement conscience des frontières de nos certitudes. Boycotter, à nos yeux, n'a jamais été un geste anodin, mais il a souvent été libérateur de savoir que l'on exclut la violence. Il est d'ailleurs d'usage de juger celles et ceux qui ne font pas comme nous, qui, eux, tolèrent et ferment les yeux. Seulement voilà, un jour, tu passes de l'autre côté. C'est-à-dire que tu as beau retourner la situation dans tous les sens, tu te dis pourquoi cette fois-ci c'est différent. Et tu as l'impression que boycotter n'est pas adéquat. Tu te retrouves en face d'un auteur qui comprend la gravité de ses actes, comprend l'horreur de ce qu'il a fait, qui essaie d'évoluer. Tu trouves un sens à ce qui te semblait être complètement illogique quelques jours auparavant. Il est violent d'avoir en face un agresseur qui se rend compte de la gravité de ses actes. Et il n'est pas toujours évident de résumer une personne seulement à sa violence. Et alors merde, moi qui ai toujours boycotté, là, je fais quoi si je fais pas ça ? Dès lors, le mur de certitude que nous nous sommes construits, que nous avons consolidé à chaque discussion, à chaque violence vécue ou ressentie, se trouve fragilisé. Nous cherchons partout des ressources, des gens qui nous diraient « Pour réparer un mur fissuré, on fait comme ça, on prend du plâtre et c'est réglé. » Mais on ne trouve rien.
et on est là à foutre de la pâte à fixe sur des ruines. Cela remet en question toutes les briques de notre mur. Celles de militantes, celles de survivantes, celles d'auteuristes de VSS, celles de membres de collectifs et celles d'amis. Vous vous apprêtez à découvrir 3 témoignages sur le sujet de la gestion des violences sexistes et sexuelles dans des collectifs. Ces témoignages exposent des visions différentes, autant concernant le vécu des personnes que les processus et décisions prises par rapport à ce sujet. Pour vous guider dans votre écoute, si vous le souhaitez, vous pouvez consulter le lexique présent en description. Il est loin d'être universel, mais peut peut-être aider à éclaircir certains termes si besoin. Nous vous rappelons que ce podcast traite de thématiques lourdes et difficiles, les violences sexistes et sexuelles. Vous entendrez le récit de personnes concernées de près ou de loin. Soyez attentives et attentifs au fait que des témoignages de violence pourraient être difficiles à entendre. Bonjour, donc pour commencer, on va te demander un petit peu dans quel collectif tu es actif et qu'est-ce que vous faites dans ce ou ces collectifs et combien de personnes vous êtes. Moi c'est Sébastien Fretz du coup et je fais partie de La Sacrée des Terres, petite présentation du collectif qui a bientôt 10 ans. Ça a commencé par un groupe de potes qui organisait des rave parties dans une maison à Renan. Pendant longtemps on a fait un peu que ça, donc organisation de rave / musique. Puis au fil des années on s'est un peu diversifié, je pense qu'il y a eu un peu une prise de conscience culturelle et politique du collectif et surtout de ses membres. Et du coup on s'est un peu diversifié dans ce qu'on faisait, on a organisé beaucoup d'événements en club, on a organisé des marchés avec des artisans, / des concerts, des événements un peu plus tout public on dira. On a aussi collaboré avec des festivals comme le Festival de la Cité, le Festival de Sévelin. Est-ce que tu dirais que du coup dans La Sacrée des Terres vous êtes un collectif qui est politisé ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez discuté ? Est-ce que vous êtes politisé de manière publique ou personnelle ? Ça a été longtemps un débat en fait au sein des membres parce qu'il y a eu pas mal de temps où les membres se disaient apolitiques ou n'avaient pas envie de se politiser, aussi sous quelle forme on avait envie de se politiser. Et on a plutôt choisi de se politiser par les actes qu'on mettait en place dans notre collectif, à savoir les personnes présentes sur nos line-up, plutôt que par la communication ou le relais de communication en lien avec des luttes politiques. Au début, c'est-à-dire dans ses premières années d'existence, le collectif c'était vachement un truc où chacun avait son rôle assez défini et du coup les rôles importants étaient pris en charge par des personnes qui étaient là depuis le début ou / longtemps. Et ça c'est un truc qui a pas mal évolué je pense au fil des années, où aussi on s'est rendu compte que pour l'intégration des nouvelles personnes, c'était cool d'ouvrir les postes et puis de faire en sorte que des personnes nouvelles arrivaient dans le collectif puissent faire ce qu'elles avaient envie de faire et pas ce qu'on leur disait qu'elles avaient le droit de faire. Du coup, au fil des années, il y a eu une direction qui était vachement plus horizontale dans la prise de décision et aussi dans l'accès à la programmation, par exemple, ou à la communication, à la scénographie, à des choses qui sont plus qui participent à l'identité, je dirais, artistique du collectif. Au début, comme j'ai dit avant, c'était un groupe de potes qui était assez soudés. Du coup, au moment de prendre des décisions importantes ou de débattre sur des sujets, on était assez vite tous d'accord et sur la même longueur d'onde, on va dire. Mais il y a eu un peu un boom un moment où beaucoup de personnes sont rentrées dans le collectif en même temps, qui n'étaient pas forcément des potes super proches de tout le monde. Et voilà, c'est là que qu'on s'est un peu remis en question sur notre méthode de fonctionnement, nos prises de décision communes. Et au final, je pense que c'était hyper bien qu'on remette ça en question. Hello, on m'entend ? Ok, super. Alors moi, j'ai 23 ans, je vis à Lausanne depuis environ 5 ans. Et là, je suis dans différents collectifs de la nébuleuse militante, autonome, squat, etc. Et je viens parler surtout pour les expériences de gestion des violences sexistes et sexuelles qu'on a eues dans le cadre du groupe affinitaire qui a découlé de la ZAD de la Colline.
Du coup, la ZAD de la colline, c'était une occupation de plusieurs mois contre l'entreprise extractiviste Holcim et l'extension de la carrière sur le Mormon. Et puis, quand on s'est fait expulser, on est résulté un espèce de grand groupe affinitaire d'environ 80 personnes, avec lequel on a traversé un peu plein de choses, dont les questions de VSS. La ZAD, du coup, c'était quand même un sacré truc pour plein de monde. Les personnes qui ont vécu là-bas plusieurs mois ou bien même plusieurs semaines, ou voire même qui sont passées, ça a quand même passablement marqué beaucoup de gens, créé des liens assez forts. Et puis du coup, quand le lieu il a été détruit par la police, eh ben, on est résulté un espèce de grand vide et une volonté de rester en lien de la part de plein de personnes. Après, des gens qui venaient de plein de zones géographiques aussi hyper différentes. Et c'est aussi pour ça que je parle un peu de groupe affinitaire et pas de collectif, parce qu'on n'a jamais statué sur cette question du collectif. On a même essayé de faire des réunions de cette espèce de groupe-là pour se demander « Ah, mais est-ce qu'on est un collectif ou pas ? Si oui, qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce qu'on se doit les unes les autres ?» C'était aussi une période où les gens, en tout cas une bonne partie des gens, allaient très mal parce que c'est traumatisant de se faire détruire tout ce que tu construis politiquement pendant plusieurs mois. Et du coup, dans ce sens-là, c'est un peu difficile de décrire des dynamiques concrètes parce que c'était beaucoup de l'ordre de l'informel. Et c'est aussi à partir de là qu'on a dû gérer ces questions de violence sexiste et sexuelle. Et c'est aussi ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'avait pas des moments de rendez-vous clairs, on n'avait pas une définition claire de qui appartenait, n'appartenait pas, donc qui était concerné ou pas concerné, ce qui pose des vraies questions et des vrais problèmes de savoir qui est responsable ou pas de ce qui se passe au sein d'un groupe. Dans l'idée, du coup, on est des gens qui avons été politisés autour de volontés anarchistes, libertaires, et du coup, comme j'ai dit, avec la volonté de travailler de manière horizontale, et puis autour des questions féministes. Donc c'était censé être un acquis que tout le monde, en tout cas, réfléchissait à partir de présupposés antipatriarcaux. Évidemment, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, et puis on verra aussi que dans les processus de gestion, ça implique plein de discussions, en fait, de qu'est-ce que ça veut dire. Du coup, je m'appelle Mélina, j'ai 21 ans et je fais partie du collectif 22-21. C'est un collectif qui crée des événements autour de la musique en Suisse romande. Là, c'est plus autour du rap en général. Et là-bas, je m'occupe de la direction artistique et du merchandising. Nous, on a environ une quinzaine. Je pense qu'il y a un noyau, là, on est beaucoup plus proche parce qu'on se fréquente beaucoup plus souvent. Mais sinon, je dirais qu'on est plus un groupe de potes qui créent des événements tous ensemble pour faire kiffer les autres, tu vois. Alors du coup, est-ce que le collectif a déjà dû réagir en apprenant des actes de violence sexiste ou sexuelle qui touchaient une personne du collectif ? Alors en fait oui, clairement il y a dû avoir ce genre de décisions qui sont prises, mais ça nous a pris pas mal de temps pour en fait les mettre en place, à savoir que je vais un peu vous raconter l'histoire un peu qui a touché notre collectif. Du coup en fait, on avait au sein du collectif un couple qui était ensemble depuis plusieurs années et qui étaient deux membres très investis donc, du collectif. Et c'est vrai qu'en fait, au sein de ce couple, on avait toujours été témoins en tant qu'amis et puis en tant que collectif de choses qui n'allaient pas au final, donc de violences verbales et parfois physiques même envers la victime, donc la femme de ce couple-là. Et en fait, ça nous a mis beaucoup de temps à conscientiser que c'était un problème, et je pense qu'on l'a conscientisé d'ailleurs beaucoup trop tard au final. Mais en fait, nous, on avait un peu cette vision de ce couple et des façons dont il interagissait entre elles, qui était assez normale, mais malgré la violence de celle-ci. Et ouais, enfin le moment où en fait il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé, où en fait on s'est rendu compte que les limites elles étaient dépassées. En fait, ça a été très difficile pour le collectif de prendre une décision qui était juste pour la victime, à savoir qu'en fait les deux personnes étaient nos amis, donc on n'avait pas envie d'exclure quelqu'un au début. Et en fait, s'en est suivi quelque chose
qui au final, je pense, a été assez bénéfique au collectif, à savoir la victime de ces faits-là. Eh ben, elle a pris la décision de quitter le collectif, et puis il s'en est dégagé une haine assez profonde de cette personne envers notre collectif. Et suite à ça, il y a eu beaucoup de discussions aussi, parce que c'est vrai que ça faisait déjà, avant que ça se passe, ça faisait déjà quand même quelques années qu'on avait pris la décision de se donner des valeurs politiques dans le collectif. Et puis, en fait, une partie des gens se sont rendus compte que ces valeurs-là, elles n'étaient pas vraiment respectées, dans le sens où, en fait, on se dit défendre certaines valeurs, mais quand il faut agir en conséquence de ça, il n'y avait pas vraiment le move qui était fait de la part des membres. Donc, je pense que voilà, c'était en fait cet acte de la part de la personne qui était victime de ces agressions. En fait, vu qu'elle est partie et vu qu'elle nous a détesté un peu, en tout cas, elle a détesté le collectif, ça nous a, je pense, en tout cas une partie des gens, ça nous a fait prendre conscience qu'il y avait un problème. Est-ce que dans ce collectif ou juste dans ta vie, de manière plus générale, vu qu'on a dit qu'on avait peut-être s'axer un peu plus sur toi que sur 22-21, est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à une situation où soit tu as fait partie d'un groupe, soit tu as côtoyé un groupe qui devait prendre une décision par rapport à ce qu'il fallait faire à la suite d'une annonce de violence sexuelle? Moi, en tout cas, dans 22-21, nous, on n'a pas eu de moment là où on a dû prendre une décision aussi difficile. Par contre, dans ma vie de tous les jours, j'ai été victime dans un groupe d'amis d'agression sexuelle. Et du coup, j'ai dû un peu gérer ça comme je pouvais à ce moment-là. Et pour moi, la solution la plus simple, c'était de partir. Parce que j'arrivais pas à face le truc. Moi, au début de quand j'ai compris que c'était une agression déjà, parce que j'étais jeune, j'avais genre 15 ans ou 16, je sais pas, entre ces eaux-là. Et c'était à une soirée là où j'étais genre bourrée et tout, et je me rappelais plus. Et j'ai commencé à me rappeler genre au bout d'un moment, et j'étais là, je suis pas à l'aise avec ces gens, et maintenant je comprends pourquoi. Et du coup, surtout avec une seule personne, parce que c'était une personne qui m'a agressée pendant que je dormais. De partir, c'est ce qui m'a aidée, parce que j'ai aussi pu process le fait que ça m'était arrivé. Et puis aussi comprendre la chose, et puis me dire, je suis plus vers ces gens-là, c'est pas grave. Et je peux passer à autre chose. Parce qu'en fait, ils avaient tourné le truc comme quoi c'était moi qui voulais. Et puis que c'était moi la personne problématique et tout dans le truc. Et puis moi, vu que c'était ma première expérience avec un garçon, du coup, je comprenais. J'étais en mode, oui, du coup, c'est normal que ça se passe comme ça et tout. Et après, j'en ai commencé à en parler à une amie à moi qui aussi, malheureusement, a vécu des violences sexuelles. Elle m'a dit, mais en fait, c'est pas normal du tout ce qui t'est arrivé. Est-ce que du coup maintenant tu serais d'accord un peu de nous raconter qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est toujours une grosse question, parce qu'il y a tout ce qui se passe et il y a ce qu'on sait, ce qui se dit et ce qui se dit comment, et du coup ce qui est pris en charge ou pas en fonction de comment c'est dit, à qui, à quel point les gens sont responsables, etc. Donc je ne vais pas faire semblant de faire une description complète des violences sexuelles et sexistes qui ont eu lieu sur la ZAD et dans le groupe affinitaire qui en a découlé, parce que voilà, on vit dans un monde patriarcal, donc il y en a un peu tout le temps, partout. Et puis aussi préciser que moi je suis arrivée après quelques semaines d'occupation, donc j'étais pas là au tout début du processus où il y a aussi eu différentes questions qui se sont posées, comme de nouveau partout tout le temps en lien avec les violences sexistes et sexuelles. Là, ce dont je vais parler, c'est les violences qui ont commencé à être prises en charge après l'évacuation de la ZAD de la Colline. Et puis, la mise en lumière de certaines violences a déclenché le fait que d'autres ont pu être dites. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a vécu des violences répétées, des violences sexuelles, des viols en l'occurrence, dans le cadre de l'occupation, par une personne qui faisait partie de ce groupe affinitaire. Cette personne-là a à plusieurs reprises demandé de l'aide auprès de différentes personnes, a essayé d'en parler, il n'y a pas eu de répondant, de réaction, etc. Pendant très longtemps, ça a été un truc dit, su par plein de gens, mal compris, souvent c'est ce qu'on dit aussi quand on se rend compte qu'il fallait se rendre responsable plus tôt de certaines choses, mais du coup pas pris en charge. Et puis au bout d'un moment, la personne qui a vécu les violences a rendu le truc extrêmement explicite.
aux yeux de tout le groupe. Et puis la question s'est posée de ok, mais maintenant on n'a plus le choix de faire semblant qu'il ne s'est rien passé, donc il faut prendre en charge ça. Donc il y a eu un groupe, d'abord un seul, qui s'est créé autour de la gestion des violences sexistes et sexuelles, de base autour de la question unique de ok, mais on fait quoi par rapport à cette personne ? Et puis le fait de créer ce groupe, ça a vite donné lieu au fait d'ouvrir aussi la possibilité à ce que d'autres violences sexistes et sexuelles soient dites à ce groupe-là, soit dites par les personnes qui les ont vécues de manière détaillée et de manière explicite en se présentant, quoi, soit de manière anonyme, enfin voilà. Donc avec tout un panel de possibilités. C'est-à-dire qu'on a essayé de prendre en charge le mieux qu'on a pu des situations de violences sexistes et sexuelles qu'ont vécu des personnes que moi je sais même pas qui c'est, mais sur lesquelles on a travaillé pendant des mois et qui font partie de cette nébuleuse-là. Mais en fait, c'était pas important de savoir qui, quoi, comment. Mais du coup, est-ce que tu serais d'accord un peu d'expliquer comment est-ce que vous gériez ces cas de VSS ? Genre comment vous... Enfin, c'était quoi ? C'était un accueil de victimes et après vous en parliez et vous faisiez des prises de décision par rapport à la situation particulière où il y avait un espèce de consensus, de décision un peu systématique. Ouais, du coup, on a mis en place une structure, mais qui a pas mal évolué. En fait, on est dès le départ parti avec l'idée de se dire il faut pas faire de la justice punitive. Ça, c'est le système qu'on n'aime pas. La punition, ça n'aide pas à changer. C'était ce qu'on avait en tête théoriquement de base, mais ce qu'on a fait au début, ça ressemble énormément à de la justice punitive. C'est-à-dire qu'au début, on avait un seul groupe qui prenait en charge ces situations-là et puis qui a décidé, mais ce n'était pas un truc automatique, hein, ça a été le fruit d'une réflexion, discussion, etc., de call-out la personne qui avait commis des violences et puis de l'exclure sans conditions très précises de à partir de quand ce serait possible ou pas de revenir dans le groupe, en définissant quand même des espaces desquels la personne était exclue, mais de nouveau, en fait, quand on dit c'est les teufs, les événements collectifs et les habitats collectifs d'un groupe affinitaire d'environ 80 personnes avec beaucoup de gens qui bougent dans tous les sens, en fait, ça veut un peu rien dire. Et puis, ce qui est ressorti de ça, en fait, c'est qu'on a fait une séparation entre les bons et les méchants. Il y avait le diable, comme ça, qui avait été trouvé, lynché devant tout le monde. Regardez, cette personne horrible qui a fait subir ça. D'un coup, toutes les personnes qui étaient potes avec lui étaient en mode « Ah, mais j'avais pas bien compris, j'étais pas vraiment au courant, et en plus, je suis pas vraiment son pote, etc. » Du coup, ça a fait une exclusion sociale énorme et une rupture de lien pour cette personne-là. Et dans ce genre de contexte, moi, je pense qu'il n'y a pas de possibilité de transformation. C'est-à-dire qu'on peut aussi dire que c'est pas de la justice transformatrice, juste parce qu'en fait, il n'y a pas la possibilité que ce soit autre chose que punitif. C'est juste exclure la personne géographiquement, exclure la personne socialement. Et puis, moi, je pense que politiquement, c'est pas pertinent parce que simplement, ça relègue quelqu'un qui a commis des violences, ce qui, en fait... voilà, il faut le dire, est juste banal dans un monde patriarcal, vers d'autres espaces où certainement cette personne continuera de commettre des violences. Donc, en fait, tu déplaces le problème sans dire que la personne est le problème, mais en fait, le problème, c'est comment on est marqué par des systèmes, et du coup, cette personne reste marquée par des systèmes. Surtout, le groupe se déresponsabilise, tout continue comme avant, et puis tu as les bons gars ou les bonnes personnes qui sont pas tout le temps des gars, mais quand même souvent... qui se positionne en mode « Ah, mais moi, en fait, j'avais jamais été pote avec, je savais depuis le début que c'était bizarre, etc. » Et puis qui gagne un badge féministe en plus pour pouvoir avoir des relations en plus avec d'autres personnes en plus sur lesquelles ils pourront aussi, au même titre que tous les autres, commettre des violences sexistes et sexuelles. Du coup, c'est un peu un espèce de mécanisme qui fait complètement partie du patriarcat, quoi. Tu désignes quelqu'un comme une anomalie, quelqu'un de malade, quelqu'un de diabolique, etc. Et puis les autres sont juste les normaux qui font pas du mal. Et ça n'a rien à voir avec les bases de la justice transformatrice. La justice punitive, c'est un peu l'idée de se dire qu'on rend justice à quelqu'un en punissant la personne qui a commis du tort ou du mal. Dans le système institutionnel, ça veut dire des amendes, ça veut dire du travail d'intérêt général, ça veut dire de la prison, ça veut dire, enfin voilà, on voit un peu tout ça. Et puis dans des systèmes alternatifs où on n'a pas des institutions fortes et installées, ça peut vouloir dire justement de l'exclusion de certains espaces, de l'exclusion de certains liens. Et puis ça peut vouloir dire aussi plein d'autres trucs, quoi, enfin du lynchage de groupe, on imagine bien. En gros, faire du mal, punir à quelqu'un en se disant que c'est par la punition que la personne va arrêter,
va comprendre qu'il y a du tort qui a été commis et va pouvoir être dans des dispositions qui permettront de ne pas le refaire. Or, comme je le disais, le patriarcat, c'est pas un truc qu'on désapprend si d'un coup ça nous fait du mal. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est pour la justice punitive. Et la justice transformatrice, de nouveau, je donne une définition qui n'est pas du tout ni académique, cela dit, je pense même pas partagée, hein, qui est vraiment, pour le coup, une définition d'usage de comment nous, on a compris ça dans le groupe avec lequel on a fait ça, qui est plutôt l'idée de se dire... si on fait du tort ou du mal, c'est parce que d'une certaine manière, on l'a appris et on l'a permis. Du coup, ça ne concerne pas que la personne qui a fait du tort ou du mal, mais aussi toute la collectivité qui y a autour. Et donc, la question, c'est de comment est-ce qu'on peut transformer ce qui a amené les violences qui ont eu lieu, quoi. Ce qui les a rendues possibles. Et ça, du coup, ça concerne tout le monde, en gros. Donc, on a eu une transformation de la structure et puis une transformation des formes de justice, qui, je pense, ne sont pas tout à fait alignées et pas tout à fait parallèles. Mais je peux déjà expliquer la transformation de la structure. Donc au début, on avait un seul groupe qui était justement ce groupe qui avait en charge de tout faire, en gros, de prendre en charge l'entier des questions qui se posaient par rapport au VSS qui avait eu lieu dans le groupe. Et puis, assez vite, on s'est dit qu'il fallait une cellule d'écoute, donc un groupe qui était là pour écouter les gens qui avaient envie de parler des violences sexistes et sexuelles qu'elles subissaient ou avaient subies. Donc là, on a mis en place un deuxième groupe et du coup, les différents groupes avaient des échelles de confidentialité différentes. Ensuite, quand il y a eu les premières interventions collectives qui ont été faites au nom de ce groupe de gestion, c'est-à-dire ces call-outs, ces récits de violence, ces moments aussi de réaffirmation juste d'une ligne politique, mais qui s'est faite un peu sous la forme des méchantes féministes, quoi, qui débarquent dans un gros groupe et qui disent en fait... ça va pas réarriver, on va vous buter. En fait, c'est pas possible. Vous pouvez juste pas faire ça. On est censé être féministe. Si vous faites ça, il y a des conséquences. Donc on voit quand même que la logique était en effet bel et bien plutôt punitive. Ouais, du coup, au moment où on a fait ces premières interventions, on a assez vite compris, certains ex d'entre nous en tout cas, qu'on allait dans la mauvaise direction. Et donc, assez vite, on a mis en place un groupe de transformation collective. Et là, l'idée, c'était justement de s'attaquer à la question de les violences, elles ont lieu dans un contexte. Qu'est-ce qui, dans ce contexte, a permis les violences et qu'est-ce qu'on pourrait changer dans ce contexte-là pour que les violences ne soient plus permises ? Pas dans le sens de possible ou interdite, mais dans le sens de nouveau, on est façonné par un monde social et du coup, dans un monde patriarcal, il y a le patriarcat, on va pas pouvoir abolir ça là tout de suite, nous, notre petit groupe, mais on va pouvoir se rassembler et puis discuter de culture du viol, discuter de ce que ça veut dire ou ne pas dire le consentement, discuter de comment est-ce qu'on prend en charge certaines choses, discuter de qu'est-ce qu'on fait quand on a un autre pote qui est accusé de viol, discuter de... Enfin voilà, toutes ces questions-là. Donc on a organisé différents moments un peu pédagogiques, pas vraiment sous la forme de formation, mais plutôt d'auto-formation, je dirais, où on a amené différents supports, différents questionnements, et puis on a pensé des structures avec des modalités de discussion en grand groupe, en petit groupe, à travers des trucs écrits, à travers des trucs oraux, discutés simplement, à travers aussi de l'écoute, de la lecture, etc., pour pouvoir se poser ces questions collectivement, avancer collectivement dans les réflexions, en gros. Parce que le premier point, c'est de les reconnaître, et c'est pas du tout donné de reconnaître les violences sexistes et sexuelles dans un monde, comme je disais avant, où elles sont absolument banales et ordinaires, quoi, partout. Et on a mis en place aussi assez vite en vrai, mais ça n'a pas marché au début parce que justement, on était plutôt dans des mesures punitives, un truc de transfo individuel pour suivre les gens qui avaient commis directement les violences. Et là, l'idée, c'était qu'il y ait du monde pour les accompagner dans les réflexions, mais aussi dans tout ce que ça faisait d'être exclu ou pas, d'être call-out ou pas, d'être dans une situation où d'un coup, il y avait une team de gens qui s'occupaient du fait que tu avais violé des gens dans ta life, quoi. En fait, j'ai continué à fréquenter ces gens alors que je savais qu'il y avait un truc qui s'était mal passé. Et je savais pas sur le moment, mais dans mon inconscient, je savais.
Et ça m'avait trop matrixée. J'avais pas réussi à l'aborder à ce moment-là, en tout cas avec la personne. Et du coup, j'avais juste choisi de partir parce que c'était plus simple pour moi. Je pense que justement, j'avais l'impression qu'on n'allait pas me croire que ça s'était passé parce que directement, on m'a mis, sur pas le fait accompli, mais on m'a mis cette idée dans la tête comme quoi c'était moi qui le voulais. Dans le sens où, direct, on a commencé à... Enfin, c'est plus des amis maintenant, mais à l'époque, c'était un ami à moi qui avait commencé à me dire que genre j'avais cherché, que j'étais enfin, me slut-shame et tout dans le groupe. Et du coup, il se foutait de ma gueule, genre clairement, comme quoi à cette soirée-là, c'était moi qui voulais, que genre... Enfin, c'était vraiment difficile, hein, mais du coup, genre, pour moi, le truc le plus simple à faire, c'était de partir. Maintenant, je pense que exclure ou mettre de côté quelqu'un qui a accusé d'avoir fait quand même quelque chose de très grave, je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais, surtout si c'est pour protéger quelqu'un d'autre qui est dans le groupe. Je pense que la plupart des membres avaient de la peine à faire la part des choses entre l'amitié que les gens portaient à cette personne, et les actes qu'il fallait faire en fait pour que le collectif puisse défendre ses valeurs d'une manière qui est correcte, quoi. Et la décision qui a été prise finalement, c'était de l'exclure du collectif. Enfin, pas de l'exclure totalement, mais de lui expliquer en fait que nous on trouvait qu'il était pas ok, et en fonction de ça de lui dire bon bah maintenant c'est bien si tu prends un peu tes distances, et peut-être que si on voit qu'il y a un changement et qu'il y a une remise en question et qu'il y a une amélioration dans ces comportements ou dans ces agissements là, et ben on peut rediscuter. Donc ça devait correspondre à peu près au milieu de l'existence du collectif, donc après 5 ans de création. Et ben ça a quand même créé une scission un peu des membres aussi, où les membres qui n'étaient pas trop d'accord avec la prise de décision se sont un peu éloignés petit à petit du collectif. Et finalement, maintenant, quand on voit aussi les membres qui sont toujours investis dans la Sacrée des Terres, au final, c'est un peu les membres qui ont choisi et qui se sont battus pour que nos valeurs, elles soient défendues d'une manière qui a du sens pour nous, quoi. Pas juste écrite sur un papier, et au final, on n'a pas joint les actes à la parole, mais là, on l'a fait, et puis voilà, ça a créé un peu une scission entre deux groupes de personnes. Donc tu disais que la personne qui a été victime du coup a choisi de quitter le collectif, qu'elle a un petit peu détesté le collectif par la suite. Est-ce qu'il y a eu des interactions, des échanges qui ont peut-être guidé ou modifié la manière dont vous avez pris en charge la situation ? Il y a eu beaucoup de tristesse, je pense, de la part des membres qui étaient proches de la victime. Et puis aussi un moment où en fait on a dû prendre du temps pour comprendre en fait aussi pourquoi la victime nous en voulait. Et puis je pense qu'aujourd'hui, ouais, la victime, elle a pas vraiment pardonné à la Sacrée des Terres, mais par contre, certains membres de la Sacrée des Terres ont eu l'occasion de parler avec cette personne-là. Et puis je pense que cette personne, la victime, a pu pardonner à certains membres en fait du collectif. Mais ouais, moi j'ai souvenir un peu d'une réunion du coup qui avait eu lieu dans ce local même, hein, pour en fait prendre une décision avec l'agresseur. Donc l'agresseur était présent à cette réunion, hein, et là on lui a expliqué que les choses que nous on pensait qui n'étaient pas ok. Donc en gros on lui a expliqué son comportement, ce que nous on trouvait qui n'était pas ok dans ce comportement, et puis ça a été assez difficile parce que il y a eu pas mal de pleurs. L'agresseur a été était vraiment pas d'accord avec ces décisions là. Donc à essayer de se défendre corps et âme aussi par rapport à la décision qu'on voulait prendre de l'exclure pendant un moment. Et je pense que c'est une réunion qui a bien duré 2 heures ou plus, pour qu'en fait on soit aussi tous finalement d'accord, l'agresseur compris, de prendre des distances pendant un moment et d'écarter cette personne-là. Et voilà, donc à la fin de cette réunion, pas mal de personnes étaient très tristes. Quand tu parles de toutes les émotions, il y a des gens qui étaient fâchés, d'autres qui étaient tristes, et qui avaient toutes ces notions de valeurs, est-ce que c'est des valeurs que vous vous êtes mis d'accord avant d'avoir appris tous ces événements, enfin tout ce qui s'était passé, ou est-ce que c'est des choses qui sont en fait ressorties en apprenant en fait, on met des mots dessus, nos valeurs, c'est ça? Ouais, alors non, pour les valeurs, c'était des valeurs qu'on avait déjà actées en fait, et qu'on avait déjà
en tout cas, on avait écrit sur nos PV d'Assemblée Générale et puis on avait voulu, du coup, on avait dit qu'on voulait mettre en place des choses pour que ces valeurs-là soient respectées. Et puis, en fait, justement, cet acte-là, pour moi, il montrait que malgré le fait qu'on ait écrit ça dans des PV et puis qu'on se dise qu'on voulait être un collectif qui soit féministe ou comme ça, et en fait, le fait qu'on n'agisse pas dans ce cas d'agression, pour moi c'était un peu finalement juste des paroles en l'air, dans le sens où on se dit comme ça, mais quand ça nous concerne, on n'arrive pas à agir dans la bonne direction. Et du coup voilà, c'était un peu, je pense que cette situation-là, par la suite, elle a fait que nos valeurs politiques, on les a beaucoup plus assumées. Du coup, tu as dit que vous étiez témoin à plusieurs reprises d'actes qui pouvaient être problématiques ou... Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, en fait, vous avez switché et vous vous êtes dit c'est trop, là, il faut qu'on réagisse? Ouais, je pense que c'est justement le fait que la victime de ce problème qu'il y a eu dans ce couple, la victime, elle ait pris la décision de quitter le collectif. Et ouais, et puis ça a pris du temps, hein, ça s'est pas fait en 2 semaines. Enfin, du moment où la personne a quitté le collectif jusqu'à qu'on vire l'agresseur, il y a potentiellement il y a une année et demie qui se sont écoulées, quoi. Et puis en fait aussi, ce qui a, je pense, encouragé cette décision-là, c'est que en se posant des questions sur qu'est-ce qui était bien à faire, on s'est dit peut-être qu'il faudrait un peu analyser aussi le comportement de l'agresseur, comment il se comporte par rapport à ça. Et puis c'est vrai que cette personne-là, depuis le début, c'était quelqu'un qui avait des comportements très sexistes et des propos très sexistes. Et puis en fait, on a remarqué qu'en fait c'était constamment présent dans son comportement, que ce soit avec son ex-copine qui avait quitté le collectif, mais que ce soit aussi avec d'autres femmes présentes dans le collectif, que ce soit avec d'autres femmes qui soient de notre public, ou que ce soit avec d'autres femmes qui soient aussi simplement des personnes qu'on fréquente, qu'on connaît. Est-ce que t'as... Enfin, c'est peut-être une question un peu punch, du coup, faut la prendre chou. C'est en mode... Qu'est-ce que tu penses qui a fait que, avant en fait, que la personne survivante ait fait cette réaction un peu, enfin, ait eu un peu cette réaction radicale de, en fait, j'en peux plus, je pars. Qu'est-ce qui a fait que ça passait un peu sous le tapis? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose que je vois, c'est que la Sacrée des Terres, c'était juste un collectif d'hommes, hein, au début. Enfin, il n'y a que des hommes quasiment. Donc au final, c'est des problèmes qu'on conscientisait moins aussi, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui participaient aux prises de décision du collectif. Et je pense que c'est aussi l'âge. Enfin, au début, la Sacrée des Terres, on était tous des jeunes de 20, 22 ans. Et malheureusement, c'est pas des choses qu'on conscientisait du tout à l'époque. On se posait vraiment pas ces questions-là. Est-ce que vous avez viré la personne du collectif, viré la personne de vos vies aussi? Et comment vous avez dealé un peu avec le côté amitié et la relation que vous aviez avec cette personne hors du collectif? Ouais, je pense que ça s'est passé différemment pour tout le monde, mais moi personnellement, l'agresseur était effectivement quelqu'un d'assez proche de moi, enfin de même très très proche. Et en tout cas, du collectif, dès le moment où on a pris la décision de le virer, c'était assez radical, dans le sens où la personne était plus sur les groupes de communication. On a décidé de plus le booker non plus, parce que c'était quelqu'un qui faisait de la musique. Donc il est complètement sorti des activités du collectif. C'était aussi le souhait qu'on voulait, quoi, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en fait, cette personne, elle était associée directement à notre collectif, et pour certaines personnes qui n'étaient pas dans le crew, mais plutôt de notre public, en fait, le collectif était égal à cet agresseur. Après, en tant qu'ami, chacun a réagi différemment, je pense, mais je pense que ses amis proches ont pris pas mal de temps avec cette personne pour lui expliquer ce qui allait pas, pour donner leur point de vue par rapport à ça. Et puis malheureusement, ça n'a pas suffi, je pense. Ou en tout cas, cette personne n'a pas réussi à conscientiser les problèmes qui la concernaient. Du coup, j'ai l'impression que maintenant, depuis quelques années, c'est vrai que l'agresseur, en fait, la plupart de ses amis qui sont toujours investis dans le collectif se sont quand même assez éloignés de cette personne. Et du coup, quand vous avez pris cette décision de l'exclusion, est-ce que vous étiez parti dans une idée de base de une exclusion temporaire avec un potentiel retour? Si oui, quels étaient un peu les... Enfin, est-ce que vous étiez fixé des buts ou des modalités un petit peu qui feraient que cette personne pourrait retourner dans le collectif ou pas? Alors clairement,
On n'a jamais dit à cette personne que ce serait fini définitivement. Donc dans le sens où quand il y a eu cette réunion pour l'exclure, la porte était encore ouverte en fait pour cette personne, mais en lui expliquant que nous, en tant que collectif, on avait besoin d'observer une remise en question et aussi un changement de comportement, parce que c'est vrai que les comportements sexistes de cette personne étaient ultra présents tout le temps. Du coup, ce qu'on s'est dit, on s'est pas vraiment fixé des objectifs, mais on a laissé une porte ouverte donc à la remise en question et au changement de cette personne. Et puis, les personnes proches de l'agresseur, au fil du temps qui passe et puis des interactions qu'il y a eu avec l'agresseur, on s'est rendu compte que la personne ne changeait pas, voire même des fois ça s'aggravait un peu. Et voilà, donc après quelques temps, on en a reparlé, mais il n'y a pas eu d'acte, mais on en a reparlé et on s'est dit que ça allait pas arriver, quoi. La personne allait pas re-rentrer dans le collectif. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est pas du tout une question qui est au goût du jour, quoi. Cette personne ne va jamais refaire partie de la Sacrée des Terres, c'est certain. À titre personnel, comment est-ce que tu penses que ça devrait être géré Ouais, dans 22-21. Ouais. Mais à titre personnel, pas parler pour les autres. Ouais, non, de fou. Honnêtement, on a eu pas mal de discussions par rapport à ça, dû au fait que j'allais venir sur ce podcast et tout. Et puis on en avait déjà eu avant par rapport aussi aux artistes qu'on voulait booker, etc. Là où c'était un peu compliqué, là où on avait eu justement des discussions pour savoir si on bookait tel et tel artiste ou pas. Ou dans le futur, surtout, comment est-ce qu'on allait amener le truc, parce que on a un collectif qui grandit. Et je pense que on peut plus se permettre de juste book des gens parce que ça nous aide à grandir, quoi. Maintenant, il faut book des gens parce qu'ils sont respectables, et parce que c'est des bonnes personnes, et parce que c'est aussi des gens qui correspondent à nos valeurs. Et justement, là, c'est un peu ces discussions on essaie de définir nos valeurs et qu'est-ce qu'on va amener aussi aux autres, alors qu'avant, c'était pas forcément une discussion qui était au centre. Donc moi, j'essaye personnellement de l'amener. Après, en ce moment, vu que on a un festival dans 5 jours, c'est un peu différent. Mais je pense que si c'est une personne externe qui nous dit qu'il y a une personne dans le collectif qui est problématique par rapport à justement, qui est accusée de violence sexuelle, à mon avis, le truc le plus important, c'est d'avoir une discussion et d'essayer de l'avoir sans forcément des jugements. Parce qu'à mon avis, quand on doit apprendre ça, il doit y avoir tellement d'émotions qui sont contradictoires parce qu'on apprécie la personne. Et en même temps, t'apprends ça qui est un truc qui est vraiment contre tes valeurs et tout. Suite à cette discussion, c'est prendre une décision. Parce que souvent, on peut pas forcément confronter la victime si déjà c'est violent. Puis on peut pas forcément... Moi, je sais que j'aurais pas voulu que quelqu'un que je connaissais aille confronter mon agresseur et lui dire en fait, t'as fait ça. À ma place, j'aurais pas trop kiffé. Et puis surtout qu'après, il y a ce risque que mon agresseur veuille avoir une discussion avec moi pour savoir mais pourquoi t'as dit ça, qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, c'était pas forcément une discussion que j'aurais voulu avoir. Du coup, c'est hyper délicat. Du coup, franchement, je saurais pas faire autre chose que d'avoir une discussion avec la personne. Comment est-ce que vous vous êtes questionné par rapport à la place de la personne survivante ? Est-ce que vous avez, vu qu'elle avait quand même, elle a mis ses limites, est-ce que vous avez essayé de l'intégrer ? Est-ce que vous ressentiez le besoin en fait d'avoir son avis ? Je sais que nous, c'était quand même un truc de, en même temps t'as envie d'avoir son avis, en même temps t'as pas envie de lui donner toute sa responsabilité parce que c'est un poids qui est assez lourd et t'as pas envie de lui rajouter encore quelque chose à gérer, quoi. Du coup, face à son refus un peu de faire partie du truc, comment est-ce que vous vous êtes senti, comporté ? Voilà. Il n'y a pas vraiment de volonté de l'intégrer au processus de remise en question, enfin en tout cas pas en tant que collectif, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris pas mal de temps avec la victime du coup pour
pour discuter, pour voir comment elle voyait les choses, comment elle se sentait. Qu'est-ce qui a fait aussi qu'elle s'est sentie abandonnée par le collectif. Il n'y a pas eu un processus clair, mais il y a eu beaucoup de discussions, je pense, en privé avec la personne. Et ça a aidé quand même pas mal à la remise en question du collectif. Au début, donc, il y avait un groupe, on était moins de 10 dans le groupe. Et puis, les gens sont un peu partis, revenus, etc. Donc, ça a un peu tourné. Ça a duré plus d'1 an, je ne sais pas exactement, mais... Enfin voilà, juste pour dire que ça s'est étendu sur plus d'une dizaine de mois, cette histoire-là. Et puis, dans les 4 groupes, donc dans le groupe écoute, on faisait des permanences toutes les 2 semaines, sauf erreur, dans un endroit fixe et tout, en mixité choisie, sans hommes, cis, het et diadique. Du coup, toutes les autres personnes étaient bienvenues. Ce qui veut dire aussi que là, il y a un angle mort dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas pris en compte les violences sexistes, alors moins, mais sexuelles, qui pouvaient être vécues par les personnes qui sont dans des positions dominantes sur le plan patriarcal. Mais bon, petit aparté. Dans cette cellule d'écoute, on était 4, quelque chose comme ça. Dans le groupe de transfo collective, on devait être genre 5, 6, mais avec peu de personnes très actives. En fait, quand on a restructuré ce truc en 4 groupes, on a invité tout le monde à rejoindre alors la cellule d'écoute des personnes qui n'étaient pas des mecs cis, het, diadiques, mais la justice transfo, absolument tout le monde, et puis la justice transfo individuelle pour suivre les personnes qui avaient commis des violences. Là aussi, on a invité plein de monde. En l'occurrence, je crois qu'il n'y avait pas de meufs cis dans ce groupe-là. Voilà, il y a eu la grosse question qui s'est posée de qu'est-ce qui se passe s'il n'y a que des personnes qui sont des gars dans le groupe de suivi. Qu'est-ce que ça fait de parler de violences sexuelles entre gars? Est-ce que du coup tu fais pas juste un peu de la solidarité masculine? Où sont les possibilités de déconstruction, juste de réflexion critique, etc. Enfin bref, c'était pas le cas. En l'occurrence, c'était pas que des gars cis. Et puis il y a eu aussi un espèce de suivi de la part du groupe de gestion. Et puis dans le groupe de gestion, il devait y avoir sur le temps, je sais pas, moins d'une dizaine aussi de personnes. Donc en tout, on peut dire qu'il y avait une vingtaine de personnes impliquées dans la nébuleuse, des gens qui fournissaient vraiment du taf. Je disais moins que 10, je pense. On a essayé de travailler sans consensus, en sachant aussi que ça coûterait beaucoup d'arriver à des consensus. Parce que quand tu es entre personnes militantes, et j'imagine aussi quand tu n'es pas entre personnes militantes, mais en tout cas là, il y avait des gens qui étaient très fort attachés à des courants féministes, à des identités. Et le but, c'était quand même d'avancer avec ces 4 groupes. Donc, on ne pouvait pas juste paralyser sur des désaccords théoriques. Les personnes qui ont été call-out au début sont parties parce qu'ont été exclues et aussi parce qu'ont été... ont perdu tout leur lien, quoi, ou une grande partie de leur lien, en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi allés très mal. Hein. Je ne dis pas ça pour les plaindre, je dis juste ça aussi pour dire que ça fait partie des effets de ce genre de processus. Et puis je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on a une tendance qui n'est pas non plus mauvaise, hein, mais qu'il faut reconnaître, à penser que la justice c'est juste punitif. En fait, on a très peu d'autres modèles. Du coup, il y a plein de gens qui ont juste réagi face aux personnes qui avaient commis des agressions sexuelles, dès qu'elles ont su que ces personnes avaient commis des agressions sexuelles, en mode... plus vouloir les voir, être mal à l'aise, plus vouloir parler avec, plus possible de travailler ensemble, plus possible de... Enfin voilà. Moi, de mon vécu dans les différents collectifs que j'ai traversés dans ma life, c'est majoritairement les personnes qui vivent les violences qui se barrent, quoi. Qu'il y ait ou pas une prise en charge, que cette prise en charge soit ou pas punitive versus transformative, c'est les gens qui subissent des violences qui se barrent, quoi. Toi, tu penses que c'est quoi qui a fait que tu as parlé de que la personne qui est survivante, elles vous en voulaient d'avoir ressenti qu'il n'y avait pas de soutien de votre part. Tu penses que c'est parce que vous n'avez pas réagi assez vite, assez tôt, ou que votre réaction c'était pas celle qu'elle voulait? Enfin,
tu as un peu des clés maintenant sur ce qui a donné lieu à cette colère ou pas? Clairement, on n'a pas réagi assez tôt. Enfin, on n'a même pas réagi du tout au final au début, pendant longtemps. Du coup, il y a eu vraiment... la personne s'est pas sentie écoutée, s'est pas sentie soutenue. Enfin, il n'y a pas eu un souhait direct de la personne, enfin de la victime, pour que la personne soit exclue. Par contre, je crois que quand l'acte de l'exclusion a été fait, eh ben, ça a quand même bien participé au fait que la victime pardonne à certaines personnes du collectif. Donc là, vous avez pris une fois la décision d'exclure du coup l'agresseur. Est-ce que c'est du coup un mode de fonctionnement que vous avez un peu ancré dans le collectif, à savoir, je ne sais pas si il s'est passé d'autres situations similaires par la suite, mais si oui, comment est-ce que vous avez réagi? Et sinon, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ancré en disant ok, on va réagir comme ça un peu systématiquement? Ouais, alors clairement, on n'a pas eu de nouveau d'actes exactement similaires au sein de la Sacrée des Terres, mais clairement, je pense que c'est un schéma de résolution des problèmes qu'on s'est dit qu'on avait envie de maintenir. Donc après, il y a des choses qui concernaient pas forcément des agressions sexistes ou des propos sexistes, mais d'autres problèmes dans le collectif qu'on a décidé de régler, en fait, juste par le... Enfin, ce qui n'était pas trop présent avant, c'était en fait, une fois qu'il y avait un problème qui était exprimé de la part d'une personne, bah finalement il n'y avait pas vraiment de discussion autour de ce problème-là. Et puis ce qui se passe maintenant, c'est que dès qu'il y a un problème, la discussion est beaucoup plus naturelle. Et pour moi, il y a un peu un truc de... quand il y a un problème, ce qu'il faut, c'est réussir à trouver une solution pour que la victime se sente soutenue et écoutée, et pour que l'agresseur on lui mette le plus de cartes en main, ou l'agresseur ou la personne qui pose problème, ait le plus de cartes en main pour qu'elle comprenne qu'est-ce qu'elle a fait de faux, et puis qu'elle arrive aussi à se remettre en question, et qu'il y ait en fait un chemin un peu de guérison qui soit fait pour cette personne-là. On a envie d'avoir le contexte exact pour prendre une décision, alors que je pense que dans des situations comme ça, c'est pas forcément possible. Et du coup, ça pose plein de problèmes aussi, là où on se dit, là, il y a toujours dans ces discussions-là d'agression sexuelle et tout, de est-ce que c'est vrai, est-ce que ça s'est vraiment passé? J'ai compris que dans 22-21, là, c'est encore en discussion. Mais est-ce que vous avez déjà, genre, un peu, comment dire ça, établi un espèce de consensus de genre de personnes? Ouais, est-ce que déjà vous êtes tous d'accord à avoir une espèce de limitation de s'il y a une personne problématique, peut-être qu'on l'invite pas? Dans les discussions qu'on a eues, je pense que c'était assez compris que si on savait quelque chose sur quelqu'un, on allait en discuter. Et que si justement cette idée de booking, elle posait problème à un des membres du collectif, qu'on allait en discuter et qu'on allait essayer de comprendre si c'était des valeurs qui... Enfin, si ça correspondait aux valeurs de la majorité du collectif. C'est ça qui je pense, c'est ce que va amener ce podcast en vrai, de pousser le truc un peu plus loin et de se dire, là, il faut qu'on prenne une décision par rapport à telle et telle personne, et puis aussi qu'on définisse des valeurs claires. Là, je sais que récemment, on a eu des discussions par rapport à booker quelqu'un, et c'était un peu... ça a amené plusieurs discussions parce que certaines personnes le connaissaient plus que d'autres. Et puis du coup, ça posait un peu des problèmes. Mais après, la décision, elle a été de ne pas booker cette personne pour cet événement-là. Juste pour être sûr. Si on avait un truc en 4 morceaux, c'est aussi parce que assez vite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un processus. Qu'en gros, ça ne marche pas, ou du moins, tu n'arrives pas à faire un truc de justice transfo qui soit satisfaisant avec un seul processus, parce que sinon, il y a trop de choses contradictoires en son sein. Du coup, là, on a utilisé aussi des ressources, mais sur lesquelles je vais peut-être revenir après, qui préconisent de travailler avec 3 processus. En gros, un processus de soins, soutien, écoute auprès de la personne qui a vécu des violences. Et du coup, ce processus-là, il veut dire un truc d'empathie aussi, d'être même si la personne est en mode j'ai envie de buter l'autre, tu vois, enfin, tu vas pas être en mode ah non, excuse-moi, mais nous on fait de la justice transformatrice, pas punitive, tu n'as pas le droit d'être fâché, enfin,
Typiquement, si tu as un seul processus, en vrai, vite, tu es coincé avec ce genre de contradiction. Du coup, un processus de soutien qu'on peut appeler comme on veut, et dans lequel il y a des objectifs qui se fixent avec la personne qui a vécu des violences, dans l'idéal. Des objectifs, si possible, atteignables, plus ou moins d'objectifs, et puis aussi, tu peux définir là-dedans à quel point la personne qui a vécu des violences a envie de participer aux autres processus, d'être informée ou pas, qu'on mette en place ou pas des trucs pour que cette personne croise ou pas, ou selon certaines conditions, la personne qui a commis des violences, etc. Donc ça, c'est un processus qui doit être mené par des gens qui ne sont pas les mêmes gens qui mènent les deux autres processus. Et du coup, le deuxième processus, c'est la transfo collective, où là, du coup, il y a toute une réflexion un peu plus de groupe, comme je disais avant, sur comment, en tant que groupe, on a permis le fait que, voilà, en quelques mois ou quelques années d'existence, il y ait tant de personnes qui aient vécu des violences sexuelles au milieu de nous. Et le dernier processus, c'est celui du suivi ou de la transfo individuelle, où là, du coup, en vrai, il faut des gens qui sont aussi capables d'empathie et de soutien pour la personne qui a commis des violences. Parce que tu peux pas faire de la transfo si t'es pas soutenu. Juste, tu te barres, en fait. T'as aucun intérêt. C'est juste violent, trashcore, tu te fais exclure. Je dis pas ça en mode moins, je dis ça juste en mode réalistement. Si t'as pas les ressources pour te transformer, ben, tu te transformes pas, quoi. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait que c'était souvent les personnes victimes de violences qui quittaient le groupe. Et j'ai l'impression que c'est souvent l'un ou l'autre, que c'est souvent soit la personne qui est autrice de violences qui quitte le groupe, soit la personne qui les a subies. Est-ce que toi, dans ton expérience à travers plein de collectifs, tu as déjà vu une situation où les deux sont restés ? C'est une bonne question parce que du coup, ça repose la question de la définition des violences. Je suis désolée, je suis un peu chiant avec ça, hein, mais moi, en tout cas, je considère dans ma life que j'ai vécu des violences de la part de personnes avec qui je vis actuellement. Une personne qui est une de mes meilleures potes, quoi. Avec qui j'ai relationné pendant longtemps, dans des dispositions hétéro. Et du coup, j'ai l'impression que c'est possible, mais je pense que ça dépend qu'est-ce qu'on appelle violence, à partir de quand est-ce qu'on se permet de considérer ça comme un cas de VSS et du coup de dire ah, il y a ou pas exclusion. J'ai l'impression que on a tendance quand même globalement à considérer comme violence sexuelle les trucs qui sont trashcore avec une contrainte explicite. Bon, alors évidemment, on a le cliché qui est hyper loin de la réalité, de l'étranger, dans la rue, dans la nuit, dans la ville, qui te viole en plein air comme ça, qui est juste un fantasme raciste et complètement absurde. Mais même au-delà de ça, globalement, j'ai l'impression que même dans nos groupes, on a tendance à penser que une violence sexuelle, c'est un truc trashcore, quoi. Trashcore, en tout cas physiquement, dans ce qui se passe sur le moment même. Et malheureusement, j'en sais rien, juste c'est pas le cas. Il y a des violences sexuelles sous sidération, il y a des violences sexuelles qui se font avec des substances et du coup sans réaction. Il y a des violences sexuelles qui se font sans contrainte explicite ou directe. Le consentement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est les questions qu'on se posait avant. Enfin bref, c'est un spectre, quoi. C'est un spectre qui est plus ou moins infini et puis qui peut être que qualifié par les personnes qui les vivent. Bon, voilà, il n'y a pas de vraie réponse à ça. Il faut juste laisser les gens s'autodéterminer et les gens qui disent avoir vécu des violences, qui les qualifient d'agression, qui les qualifient de viol ou d'autres choses. Enfin, il faut prendre les mots, il faut évidemment croire. Et puis si on a 3 processus parallèles, croire, ça ne veut pas dire punir. Et du coup, on sort aussi d'une espèce de panique morale complètement what the fuck qui est apparue après MeToo, quoi. Mais donc, pour revenir à ta question, j'ai l'impression que oui, il y a plein de situations où il y a des personnes qui ont vécu et des personnes qui ont subi les violences qui restent ensemble dans des collectifs, dans des groupes, mais en fait, si on regarde à l'échelle sociétale, simplement dans des foyers, quoi. Parce que la majorité des violences ont lieu dans des familles, dans des couples.
Est-ce que vous aviez eu l'impression de devoir quelque chose au public, donc dans l'image que vous redonniez? Est-ce que vous aviez eu le sentiment d'avoir besoin aussi de vous expliquer, de vous justifier, de transmettre, ou au contraire, peut-être vous avez eu vraiment l'envie de garder ça pour vous? C'est intéressant comme question. Il y a eu clairement clairement, le public, ça a été une valeur, c'était quelque chose de pris en compte dans cette remise en question, dans le sens où, en fait, il y a eu plusieurs fois où on avait des échos de notre public de « Ah, cette personne-là, elle a des comportements sexistes ». Et comme je disais avant, c'est un peu le problème où il a commencé à se poser aussi, où on commençait à remarquer qu'en fait, certaines personnes associaient le collectif à cette personne, et du coup, pour un certain groupe de personnes, notre collectif était un groupe de sexistes. Clairement, il y a eu des craintes de qu'est-ce que les gens vont penser si on le fait pas. Et puis par la suite aussi, c'est un truc aussi où ça nous a beaucoup plus appris à écouter les personnes qui étaient victimes ou qui se sentaient blessées par certains actes qu'on a pu faire. Il y a eu plein de petits trucs. T'as l'impression quand même sur le fond, même si c'est pas encore défini et que ça va pas forcément être défini, vous êtes un peu tous d'accord sur vos positions de justement ce mec il a fait ça, du coup on le boucle pas, c'est mort, genre on n'y pense même pas, ou c'est quand même un peu matière à discussion et il y a un peu plein de débats et plein de tensions. Je pense que quand c'est des personnes là où c'est très informé que la personne a fait est problématique, là la question ne se pose même pas. Enfin, dans les débats que j'ai pu avoir, c'est bon, on sait qu'on va pas booker cette personne, c'est logique. Nous récemment c'était plus un proche à une des personnes du collectif a eu une information que cette personne était amie avec quelqu'un qui était un agresseur, et là c'était une discussion, là on était en mode ça c'était assez compliqué, là où même la discussion elle a pris quand même énormément de temps, et je pense que la discussion n'est même pas encore finie sur exactement ce qu'on va faire. Juste là on sait que pour un de nos événements, on l'a pas booké parce que justement on était en cours dans ces discussions. Mais c'est genre vraiment, pour l'instant on fait au cas par cas. On a l'impression que... Mais je pense que aussi c'est des trucs à définir, dans le sens où si on sait qu'il y a ça, on va agir de cette manière-là. Et sauf que d'essayer de définir ces points-là et ces valeurs-là, je pense on va se taper des groupes de travail pendant longtemps, à mon avis. Et ça pose aussi la question assez compliquée de l'échelle des violences. Vous, dans vos groupes, vous avez pu en parler et arriver à une espèce de conclusion, où c'est toujours une question qui reste en suspens de est-ce qu'il y a une échelle, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'on peut avancer s'il n'y a absolument pas d'échelle des violences, ou comment on fait s'il n'y en a pas? Je vais peut-être pas répondre au nom du groupe parce que honnêtement je sais plus, ou je sais pas si on a discuté de ça, mais je peux te dire un peu moi ce que j'en pense. Moi j'ai pas l'impression qu'il y ait d'échelle, et je pense pas que c'est pertinent de réfléchir en termes d'échelle. C'est-à-dire que évidemment que socialement il y a une échelle. Socialement, le pire qui peut arriver en termes de VSS, c'est le viol. Et aussi, socialement, ce qu'on attend d'une personne violée, c'est d'être détruite à vie. On voit aussi tout le truc qui va avec, dans ce qu'on projette aussi sur les personnes qui ont vécu des violences et qui doivent l'incarner pour être la bonne victime, pour être crue, pour être pris en charge, etc., etc. Donc je pense que le truc des échelles, en fait, il va aussi avec des trucs d'attente sociale qui font que tu es coincé dans des situations et puis tu les subis, en fait, ad aeternam. Moi, la première fois que je me suis dit « Ah, en fait, j'ai vécu des violences sexuelles dans ma life », j'étais en mode « Mais ça y est, en fait, je suis juste détruite à tout jamais ». Alors que, non, pourquoi là d'un coup maintenant? Enfin, peut-être si, tu vois, et des gens si, mais c'est pas une fatalité. Et pour le coup, moi je sais qu'il y a des violences vécues qui m'ont fait plus de mal dans le fait qu'elles n'aient pas été reconnues et pas prises en charge par un groupe que dans les violences elles-mêmes. Plus dans qu'est-ce que ça voulait dire pour une team de gens qui étaient face à moi en mode « Non, mais je crois que t'exagères en fait. Tu dois être juste un peu fou comme ça. » Et t'es en mode ok, waouh, en fait c'est ça la violence qui me détruit là maintenant, c'est ça qui va faire du trauma, du PTSD et des trucs hardcore dans le reste de ma life.
Bon, bref, du coup, pour dire que je pense qu'il n'y a pas d'échelle de la violence et je pense qu'on peut vivre des choses comme trashcore à un moment donné dans la life et puis qu'on peut transformer notre rapport aux choses. Et c'est aussi ça qu'on doit se répéter, je pense, dans nos collectifs qui prennent en charge les VSS. C'est qu'en fait, on n'a pas ad aeternam des victimes, des survivantes, des je ne sais pas quoi. En fait, on peut arrêter d'être défini par les violences qu'on a subies dans la life. Et ça, je pense que c'est une conception qui nécessite de sortir de l'idée de l'échelle parce qu'il n'y a pas de classement objectif, c'est tout du subjectif. Et je pense que pour faire bien, on doit partir de ce que disent les personnes qui vivent les violences et pouvoir mettre à jour notre appréhension de qu'est-ce que c'était ces violences en fonction de la personne qui les a vécues, quoi. Je voulais juste demander, parce que ça fait écho un peu à des expériences qu'on a eues aussi, la place de la personne qui a commis des violences. Je voulais demander, est-ce que vous avez eu parfois une peur un petit peu de qu'est-ce que va devenir le collectif si vous excluez une personne, je ne sais pas quelle était la dynamique, mais une personne qui a une position importante à ce moment-là dans le collectif? Ouais, clairement. Ouais, je pense qu'on s'est demandé un peu, effectivement, genre, enfin, en sachant qu'on était peut-être pas toujours beaucoup à pouvoir donner du temps pour ce collectif, et puis que les événements qu'on organisait demandaient quand même beaucoup de temps et de travail. Ben oui, ça a été une question qui était dans la balance de se dire, enfin, on va exclure cette personne, potentiellement d'exclure cette personne, ça va en écarter d'autres. Mais voilà, qu'est-ce qui est le plus important au final? Est-ce que c'est d'avoir des forces vives et des personnes investies, et puis du coup de mettre de côté les valeurs qu'on a décidé de défendre, ou alors c'est de réduire un peu les attentes qu'on a, ou ce qu'on peut faire, mais au moins de le faire avec des personnes qui sont en accord avec ces valeurs-là et qui ont envie d'avancer avec ces valeurs-là. Ce qui était bizarre, c'est qu'en fait le groupe qui avait envie de mettre en place le boycott, il était assez minoritaire au final. On était enfin, je pense qu'on était 3 sur 10 personnes à vouloir mettre ça en place. Et puis du coup, c'est pour ça que ça a été pas mal d'une bataille aussi pour faire comprendre aux autres que c'était nécessaire, hein, de faire ça, si on voulait suivre les valeurs qu'on s'était données. Et puis ouais, l'autre groupe, hein, en fait, c'était vraiment ce truc de ce mec-là c'est notre pote. On sait qu'il est comme ça, mais on sait aussi qu'il a des bons côtés, on sait aussi que c'est une bonne personne pour certaines choses. Ouais, enfin, pour moi et pour cette minorité de personnes, c'était un peu un choix. Enfin, il n'y avait pas vraiment comment dire ça? Il n'y avait pas vraiment d'alternative, ou ouais, c'était un peu genre, soit il faut qu'on fasse ce choix-là, ou soit ça a plus de sens de continuer à faire des trucs ensemble. Ça a été un peu, je pense, cet ultimatum-là qui a été donné par 2-3 personnes en disant, bon, maintenant c'est soit on prend cette décision, soit on arrête, tu vois. Je pense que cet ultimatum-là, il a un peu ouvert les yeux à l'autre partie du groupe. C'est dire, bon, si ces 3 personnes ou ces 3-4 personnes pensent comme ça, ben voilà, il y a eu un peu une remise en question là, et puis il y a eu aussi le fait d'accepter de mettre de côté leur pote, qui était quelqu'un de super, hein, mais qui avait quand même fait des trucs qui n'étaient pas du tout ok. Et ben ça a pas mal aidé dans cette direction, donc la session elle s'est fait un peu comme ça. Est-ce que vous aviez des idées, vous avez discuté, ou est-ce que tu as des idées de qu'est-ce qui peut être mis en place justement pour accompagner la personne qui a commis des actes de violence sexuelle dans sa remise en question et voilà. Alors ouais, des idées, j'en ai quelques-unes. Je pense que déjà, le fait d'avoir des amis proches qui t'expliquent que leur façon de voir la chose, leur façon de voir le problème, à mon sens, d'avoir quelqu'un de proche de soi qui t'explique que t'as fait une connerie, puis qu'il faudrait que tu te remettes en question dans cette direction-là, c'est déjà quelque chose de super d'avoir. Moi, personnellement, je me suis pas rendu compte avant d'avoir agi par rapport à ça, que c'était autant présent, et puis que c'était tabou. Du coup, c'était plus quelque chose qui arrivait par la suite, à force d'avoir discuté avec les gens de ce qui s'était passé. Là, je me suis rendu compte de ça, puis c'est au final quelque chose que je me rends compte beaucoup aujourd'hui. Parce que tous les jours, comme je disais avant, tous les jours, j'ai des amis qui travaillent pour je ne sais pas quelle institution culturelle, et puis qui me disent cette personne-là, elle a fait ci, cette personne-là, elle a fait ça. Et puis ce que je me rends compte aussi, c'est que il y a beaucoup de cas aussi où les victimes, au moment en fait où elles décident d'en parler, en fait elles ont pas envie, ou enfin soit pas envie, soit peur, soit
soit pas la force d'enclencher des démarches en fait pour il y ait quelque chose qui soit fait contre cet agresseur, enfin dans le but d'arranger la situation en fait. Ce que je remarque beaucoup, c'est qu'en fait les victimes elles ont déjà tellement souffert à cause de ça qu'au moment d'en parler à d'autres gens et puis de démarcher dans la direction de faire quelque chose contre l'agresseur, au final il se passe souvent rien parce que voilà, la victime elle a déjà trop subi. Ce serait hyper cool d'avoir un organisme d'accompagnement ou quelque chose comme ça qui puisse en fait prendre la charge mentale et administrative à la place des victimes pour faire en sorte qu'une solution soit trouvée. Et est-ce que tu es d'accord de nous raconter un peu sur quoi vous vous êtes appuyé pour du coup construire et mettre en place du coup tous ces processus un peu, enfin je sais pas si vous aviez en contrepartie demandé de l'aide à peut-être des personnes externes à cette nébuleuse. Est-ce que vous vous êtes appuyé, je sais pas, sur des écrits, sur des livres, sur vos pensées personnelles, sur peut-être des gens justement en dehors ou alors même des groupes de parole, des associations, quelque chose? Alors, ouais, on a utilisé pas mal de ressources. On a beaucoup... Bon, mais parce qu'on vient d'une nébuleuse un peu anarchiste, etc., on a beaucoup utilisé des zines, donc des petites brochures avec à la fois des témoignages de violence, mais aussi des témoignages de volonté de prise en charge, des témoignages aussi de personnes qui ont commis des violences, qui racontent qu'est-ce que ça veut dire de se rendre compte que tu as commis des violences, etc. Moi, je pense que c'est un outil hyper important, les témoignages de violences sexuelles, pour justement un peu dealer avec le fait que c'est à la fois trashcore et à la fois partout. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on n'arrive pas à mettre les deux idées ensemble dans notre tête. T'es un peu en mode, mais comment ça, c'est partout tout le temps ? Et pourquoi, si c'est partout tout le temps, les gens continuent de vivre ? Et du coup, on a une espèce de truc contradictoire qui fait que forcément, soit c'est pas si grave, soit c'est pas si courant. Et du coup, les gens qui les commettent, c'est des anomalies, des exceptions, des gens malades, enfin tout ce qu'on disait avant. Et en fait, il faut casser cette contradiction-là, quoi. Parce que c'est le concept de la violence systémique, c'est que c'est à la fois trashcore et à la fois partout tout le temps. Et que oui, en fait, les gens qui vivent ça continuent de vivre, c'est dingo. Moi aussi, je sais pas comment c'est possible, mais les gens continuent de vivre, la société continue de fonctionner. Voilà. Ensuite, on a aussi utilisé, donc je disais, un peu des récits de justice transpho. On a été un peu chercher ce qu'on trouvait en termes de brochures, de machin truc. Et puis, il y a un outil trop bien qu'on a découvert sur la fin et que du coup, on n'a pas vraiment utilisé dans ces groupes dont j'ai parlé, mais qu'on s'est déterre à traduire, qui s'appelle Creative Intervention Toolkit, qui est un truc de 600 pages en anglais qui a été écrit par des communautés précaires et racisées aux US. En fait, des gens qui étaient en mode, OK, comment on gère la violence communautaire, intracommunautaire ? Et puis là, la question, c'était pas juste une question... je disais, nous, par exemple, on s'est posé la question de comment on gère ça en dehors des institutions, de base, parce qu'on était en mode, nique la police, tu vois. Mais en vrai, on aurait pu se servir des institutions de justice et de police existantes, même si, on est bien d'accord, elles sont complètement inefficientes en termes de violence sexiste et sexuelle. Bref, en l'occurrence, cet outil a été créé par des communautés qui étaient en mode, si nous, on utilise les outils de l'État pour se rendre justice, c'est pire pour tout le monde. C'est pire pour l'entier de la communauté. Du coup, on est obligé de faire différemment. Et puis, qui ont un peu analysé le fait qu'il y a eu une dépossession de la part de l'État des outils de la gestion de la violence communautaire, qui sont en fait des outils à se réapproprier, et qui du coup ont mis en place dans ces 600 pages un peu plein de processus. Donc les 3 processus parallèles que j'ai décrits là sont hyper bien décrits, avec un peu des fiches de suivi hyper concrets, et plein de situations qui vont absolument au-delà des VSS. Et ça, c'est aussi stylé, je pense, parce qu'en tout cas, nous, on était en mode « Ah, les vraies violences, c'est les violences patriarcales ». Bon, alors c'est en effet des vraies violences trashcore, comme je disais avant, etc., qu'il faut absolument prendre en charge. Mais il y a aussi plein d'autres violences systémiques
qu'il faut traiter. Après, non, c'est pas temporellement juste, mais on s'est aussi rendu compte que dans les milieux auxquels on s'apparentait, donc la sphère un peu autonome, anarchiste, lausannoise, ces questions s'étaient déjà posées à l'échelle du milieu en 2018 et en 2012, sauf erreur. En 2018, avec plein de trucs qui sont passés autour de l'espace autogéré, avec une brochure qui s'appelle Tête haute, qui était sortie à ce moment-là, qui avait fait un giga scandale, qui call-out différents types qui étaient avant dans le milieu, avec des témoignages, avec aussi des quiz, tu vois. Enfin, vraiment une espèce de truc créé par les gens qui étaient dans la sauce et qui étaient en mode, il faut juste que... Enfin, c'est une question collective, il faut qu'on se la pose collectivement. Nous, on a par exemple utilisé Tête haute, un bout de Tête haute pour s'adresser les questions des violences sexuelles au sein de nos milieux. Parce que ça, c'était aussi un bad dans la tête, surtout des personnes dominantes dans le système patriarcal, de se dire « Ah oui, non, mais là, on est tous féministes. » Enfin, tu sais, tout le monde a son badge. Pourquoi il y aurait un problème ? Vous êtes chiant à ramener la question, putain. Bande d'hystériques, quoi. Et puis, avant ça, il y a eu un autre truc qui était sorti aussi dans le milieu lausannois qui s'appelle « Sous le tapis, le pavé », je crois, je suis plus sûre maintenant, qui est aussi toute une brochure sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu, parce que c'était aussi... Enfin, en fait, bref, c'est un truc cyclique. Et je pense qu'une des failles, une des faiblesses de nos milieux, mais de la société de manière générale, qui aimerait faire autre chose que de la justice punitive, c'est de ne pas instituer ces espèces de structures, de ne pas garder des archives de ce qu'on fait, de pas systématiser d'une certaine manière des trucs qui permettent de répondre tout le temps, parce que c'est tout le temps là, c'est juste tout le temps dessus, quoi. Déjà, sur ce truc de l'exclusion, j'ai l'impression qu'il y a plein de groupes qui utilisent ça, mais il y a aussi plein de groupes qui font face à la même question de l'exclusion n'est pas une finalité en soi. Et du coup, ça peut être un outil, un moment dans un processus, mais c'est pas l'outil systématiquement utilisé. Et puis surtout, ça clôt pas la question, quoi, jamais. Moi, mon principal ressenti par rapport à tout ça, c'est « Waouh, mais on est tellement nuls. On est tellement nuls d'avoir construit tout ça, d'avoir genre réfléchi jusque-là et d'avoir juste un peu lâché. En mode non, mais il y a des trucs plus importants dans la life. Oui, il y a des trucs plus importants, mais on est quand même des gens qui globalement vivent en communauté. Ces questions, elles se posent genre tout le temps. Des organisations, différentes entités où ces questions-là vont se poser tout le temps. Genre, comment ça se fait que nous et le milieu, de manière générale, on n'ait pas su pérenniser des structures, quoi. Est-ce que toi, il y a un truc que tu aimerais rajouter, nous raconter, faire un petit message de fin ou d'ouverture, comme tu veux ? Waouh, la pression. Non, mais déjà dire que du coup, j'ai parlé plus ou moins au nom d'un groupe, alors que ce groupe-là, il a jamais tellement statué des trucs et... Voilà, donc peut-être un peu juste nuancé que ce que j'ai dit vient aussi beaucoup de moi. Et puis par rapport à ce que tu disais, qu'en fait souvent on se retrouve un peu sans ressources, le premier truc auquel on pense c'est l'exclusion, après on se rend compte que ça va pas, on cherche d'autres outils, etc. Et que c'est un peu un espèce de cycle. J'ai l'impression que c'est intéressant de le réfléchir en reflet de ce qui existe dans notre société. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une compréhension systémique des violences systémiques, notamment les violences sexistes et sexuelles, eh ben, elles sont prises en charge comme des cas particuliers qu'on va punir, quoi. Et c'est logique qu'on imite ça, en fait. C'est pas du tout... C'est évident, j'ai envie de dire. Ouais, du coup, un peu aussi, peut-être... c'est trashcore, je trouve, parce que tous les processus et nos expérimentations, ils ont des vrais... Enfin, ça a des conséquences lourde sur la vie des gens, tu vois. Que tu fasses quelque chose ou que tu fasses pas quelque chose, que tu le fasses bien ou pas bien. Des fois, tu fais un truc, t'as l'impression c'est super, en fait, ça fait du mal à la personne qui a commis des violences et à la personne qui en a subi, et t'es un peu là, oh putain, mais je sais plus. Bon, bref, mais tout ça, ça a du poids et des conséquences dans le vrai monde, et en même temps, être un tout petit peu doux avec nous-mêmes, de se dire que ça fait partie d'un taf énorme qui est repenser comment on fait collectivité. Ce podcast arrive à sa fin, malgré tous les sens et directions qu'il pourrait encore prendre. Merci infiniment à nos 3 invités, Mélina et Fretz, de nous avoir accordé leur confiance et leur courage pour proposer ces précieux témoignages, dans une démarche commune de questionner le vivre ensemble, dans une société où les violences, malgré le fait qu'elles soient insupportables, sont encore partout
et banalisé. Ce podcast n'est qu'un premier pas, une petite tentative de proposer aux autres ce dont nous aurions apprécié avoir plus. Des témoignages, des exemples, une parole qui guide ou qu'on peut réfuter pour tenter de forger son accord ou son désaccord. Aller quelque part. Des mots qui rassurent, d'autres qui défient, qui nous font réaliser. Ces mots, nous y avons eu un petit peu accès par des connaissances, des amis. Nous souhaitons ici ouvrir cet espace en dehors de nos petites bulles, en espérant que, peut-être, ça serve à des personnes portées par des questionnements similaires. C'est une ressource non pédagogique, qui n'a pas de vocation théorique, que nous souhaitons mettre à disposition des personnes qui souhaiteraient ou devraient se questionner face aux violences sexuelles. Nous savons que ce ne sont pas des réponses claires qui sont communiquées à travers cet essai de mise en commun de réflexion. Nous pensons néanmoins que ce projet pourrait permettre de guider une réflexion pour des personnes survivantes, des personnes ayant commis des actes d'agression sexuelle, pour des collectifs qui tentent d'évoluer dans des espaces plus safe, ou qui entament, un peu perdus, un processus pour réagir à des situations problématiques, pour des personnes qui se posent des questions. Si vous avez l'envie ou le besoin d'ouvrir la discussion, de déposer quelque chose, un avis, une réaction, une pensée, un vécu, nous vous invitons à nous rejoindre et à tous se rejoindre sur un forum Discord que vous trouverez en description. Nous avons également mis à votre disposition quelques ressources. Merci.